La problématique de l'insalubrité reste parmi les problèmes, en tout cas, auxquels il faut apporter des solutions dans l'urgence. Les déchets sont partout dans la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Comment lutter contre l'insalubrité? Eh bien, je reçois aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Invité un député national. Il s'agit de Obedi Nyamangyoku. Il est élu de Fizi, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Et bonjour, messieurs les journalistes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci bien. Alors, pas plus tard qu'il y a quelques jours, la session de mars, la session ordinaire, donc à l'Assemblée nationale, venait de prendre fin. Vous êtes donc, on va dire, en vacances parlementaires. J'aimerais qu'on dise un mot sur ce qu'a été cette session. Qu'est-ce que vous, personnellement, vous a marqué en termes des matières qui ont été abordées? OK. Pendant cette session de mars, il n'y avait pas vraiment de matière particulière. En fait, c'était la session où il fallait quand même une session où il fallait préparer, évidemment, l'élection du bureau définitif. Ça, c'est ce qui a été fait. Et j'ai été particulièrement content de la manière dont les choses se sont passées, parce que j'ai été marqué d'abord par les primaires qui se sont passées au niveau de l'Union sacrée. Ça n'a jamais existé, mais ça a été fait. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et les primaires nous ont beaucoup édifiés et nous ont montré que... Une première dans le pays. Oui, c'était une première. Oui. Donc c'était vraiment démocratique, c'était très intéressant. On a vu que ça a mis tout le monde d'accord aussi. Oui, ça a mis tout le monde d'accord. Et puis finalement, bien sûr, l'honorable Kamera a été élu comme président. Et ce que j'apprécie, ça il faut le dire, et donc c'est le respect du temps, de l'air. Oui. Dès que, quand il a commencé, quand c'est 12h, à 12h on est là, on commence le travail et là j'ai beaucoup apprécié. Vous pensez qu'il facilite à ce que les choses évoluent dans le bon sens en termes de la promotion de la démocratie? Oui, oui, il facilite, et ça il a promis qu'effectivement le Parlement va jouer effectivement son rôle, c'est-à-dire le rôle du contrôle de l'action gouvernementale, mais aussi bien sûr proposer des lois nécessaires pour que évidemment le pays puisse avancer. Un des moments forts, on va parler également de l'investiture du gouvernement. Vous avez donc investi ce gouvernement. Oui, on a investi. Un commentaire par rapport à ça? Oui, oui, on a investi ce gouvernement. C'est très intéressant parce que aussi une première dans notre pays d'avoir une dame comme Premier ministre. C'est une première. Et beaucoup d'espoir repose sur ce gouvernement qui est dirigé par une dame. Parce que les dames sont quand même assez regardantes sur beaucoup de choses, oui. Et nous pensons que les choses pourront Comment aller vous avez mieux. Personnellement, après avoir auditionné, après l'avoir écouté, en présentant son programme, comment personnellement vous avez trouvé ce programme? Bon, ce programme est suffisamment ambitieux parce que le budget lui-même, donc vous êtes au courant, c'est autour de 90 millions, milliards, oui. Pour 5 ans, plus de 18 milliards par an. Et donc, c'est vraiment ambitieux parce qu'on n'a jamais atteint ces niveaux-là. Et donc, nous espérons qu'on va y arriver. On va l'aider pour, effectivement, renflouer les caisses de l'État par les contrôles et éviter, bien sûr, des fuites par-ci, par-là. Il y a des colonnes à cravate qui sont nombreuses, alors il faut que ça diminue, effectivement. Il faut renforcer le travail de l'IGF dans le contrôle des finances, etc., etc. Alors, on va entrer dans les vifs du sujet. Ouais. On va parler notamment, comme la thématique s'affiche, de quelle politique il faut mettre en place pour mieux lutter contre l'insalubrité. D'abord, quel est le constat que vous faites sur le plan, en ce qui concerne notamment l'insalubrité à Kinshasa? Quel est le constat que vous faites? Oui, chers amis journalistes, en tout cas, quand vous arrivez à Kinshasa pour la première fois, vous êtes désagréablement surpris par les niveaux d'insalubrité. Non seulement les niveaux d'insalubrité, mais aussi, bien sûr, les embouteillages. Et ça fait des années. Et ce n'est pas normal que cette situation qui est désagréable fasse des années sans solution. Vous pouvez être dans ce bureau ici qui est bien climatisé, vous recevez un visiteur, un diplomate, vous discutez, mais après, quand il va rentrer, il passe par où? Quand il va prendre son vol, il va passer par Massina, il va passer par Kinshasa, Nyasuka, et vous voyez tout ce qu'il y a comme crasse. Ça n'honore pas. Ça n'honore pas. On nous appelle des honorables. Bien sûr, je veux bien qu'on m'appelle honorable, mais dans un environnement qui est déshonorable, ça ne va pas. On vous appelle excellence dans un environnement qui n'est pas excellent. Et on est fiers de ça.
Non, ça doit nous interpeller. Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que la ville soit impropre? Oui, les causes, pour moi, en fait, tu vois, c'est un problème qui est systémique. Un problème systémique, c'est-à-dire c'est tout le système qui est un peu fauché par rapport à ça. Et bien sûr, pour un problème systémique, lorsque vous cherchez des solutions isolées, par exemple, Kinbo Peto, juste ramasser, ça ne suffit pas. Pour un problème systémique, il faut une solution systémique. Je rappelle que vous êtes professeur. Hein, oui, je suis professeur, bien sûr. Oui. Pour un problème systémique, il faut une solution systémique qui entre dans tous les systèmes. Il faut changer la mentalité des gens. Et c'est tout, c'est très simple. Et j'ai des propositions pour qu'on y arrive. J'ai des propositions pour qu'on y arrive. Oui, avant qu'on parle des propositions, avez-vous décelé des failles dans le programme proposé par le gouverneur sortant, M. Gentini Ngobila? Avez-vous décelé des failles dans ce programme, Kinshasa Bopeto, qui était même la vision du chef de l'État? Oui, mais c'est évident, parce qu'on n'a pas reçu, il n'y a pas de résultats, il n'y a pas d'indicateur vérifiable de dire qu'on a reçu. Il y a certainement des failles, c'est ce que j'ai dit. Lesquelles sont-elles? Bon, oui. Je venais à peine d'arriver, donc je n'ai pas été là au début. Hein, donc depuis que Kinbo Peto a été lancé, je viens à peine d'arriver, je viens du village des territoires de Fizi. Et donc je ne sais pas comment le programme a été établi, mais on le juge par rapport aux résultats. Il n'y a aucun résultat. Oui. Et qu'est-ce que vous préconisez? Parce que vous parlez du changement de mentalité, parce que vous constatez que la ville est impropre de part et d'autre. Qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous proposez en termes de solutions? Oui, en termes de solutions, j'ai pratiquement 5 propositions. La première proposition, c'est d'abord par rapport aux acteurs qui doivent entrer en jeu. Et les premiers acteurs pour moi, ce sont les églises. Ce sont les églises parce que, vous savez très bien, au niveau du Congo, les églises ont joué un rôle important dans l'éducation. Moi, j'ai étudié dans une école protestante, peut-être vous dans une école catholique, ainsi de suite. Ils se sont beaucoup engagés. Ils se sont beaucoup engagés aussi dans les soins de santé. Mais pourquoi pas ne pas s'engager par rapport au problème de l'environnement? Alors, la Bible dit, parce que nous parlons de l'Église, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et moi, je dirais, le changement de mentalité vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la prédication du pasteur, vient de la prédication du prêtre, vient de la prédication des Télé 50. Donc les pasteurs doivent revoir un peu leur prédication. Leur prédication. Et donc, les prédications que nous avons toujours, au lieu d'attaquer les problèmes qui nous entourent, oui, on va aller au ciel, mais avant d'aller au ciel, nous sommes d'abord sur terre. On ne va pas vivre dans l'insalubrité comme ça, on tombe malade et puis on va dire, on vous a ensorcelé. Non, je tombe malade parce que l'environnement n'est pas sain. Alors, ce que vous voulez dire, c'est que les pasteurs doivent sensibiliser à la propriété. Oui. Moi, ma proposition, c'est que j'aimerais vraiment, si la Première ministre peut me comprendre, qu'elle puisse inviter tous les responsables des églises. Et donc, l'église catholique, l'église protestante, kimbanguiste, les musulmans, ainsi de suite, des églises de réveil, pour qu'effectivement, qu'il y ait quand même une instruction pour dire que au moins une fois le mois prêcher sur la gestion de l'environnement. Et c'est la grande mission que Dieu a laissée à l'homme. Assujettir la terre, travailler la terre. Mais nous, l'environnement, au lieu que nous puissions agir sur cet environnement, ça nous assujettit nous. Ça ne va pas. Et donc, il faut qu'il y ait un programme comme ça, qui est mensuel, une fois la prédication, parce que ce que le pasteur dit, ce que le prêtre dit, ce que l'imam dit, les croyants acceptent. Si on lui prêche, il ne faut pas jeter les papiers, il ne faut pas jeter le plastique. Les grandes avenues ne sont pas les lieux de jeter les poubelles. Là, il faut comprendre, ça reste dans la tête. Et donc, ils ont cette grande responsabilité. Alors, deuxième piste de solution. Allez-y. Parce qu'on va parler aussi des fils, il faut qu'on gagne. Oui. Deuxième piste de solution, bien sûr, ce sont les écoles. Écoles primaires, maternelles, secondaires. Vous savez, lorsqu'un enfant et devant son maître, ce que le maître dit, ça passe. Et il faudrait qu'il y ait vraiment une éducation par rapport à ça, l'éducation civique, qu'on insiste sur l'environnement. Et là, nos enfants, en fait, ils sont habitués... Dès le bas âge. Dès le bas âge, oui. Dès le niveau le plus bas. Dès le niveau le plus bas, oui. Malheureusement, si vous allez dans toutes les écoles ici,
vous allez trouver les sachets, les papiers. Ils sont habitués dans cet environnement des sachets, des plastiques, si bien que lorsqu'ils vont à la mesure, ils trouvent le plastique, ils trouvent ça normal. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, il faut revoir même le contenu du programme d'enseignement. Oui, avant de revoir le contenu du programme, il faut que l'environnement, l'école soit vraiment propre. Parce que si son école est propre, tout de suite, quand il va rentrer à la maison, il trouvera que, bien sûr, ça ne va pas. Mais ce qui se trouve à mon école, c'est propre, mais ici, ça ne va pas. Et là, je propose ceci pour que les choses puissent avancer, pour stimuler les choses. Et donc, je propose qu'il y ait une évaluation, un concours d'école. Quelle est l'école la plus propre, par exemple, de Kinshasa, ou d'une commune donnée? Cette école plus propre, on donne un prix, un certificat de mérite. Voilà, l'école la plus propre, c'est celle-ci. Oui. Et l'école la plus sale, elle est punie. Au besoin, on ferme cette école. Au besoin, on ferme cette école. À ce moment-là, il y aura une stimulation. Tout le monde dit non, on ne commence pas la propreté. Ça ne demande pas des millions d'argent. C'est pour quel objectif? Une volonté politique. Quel objectif? L'objectif? Oui. Déprimer. Oui. Donc, c'est seulement l'émulation. C'est pour quel objectif? Si on doit insister autant dans les écoles pour que cette culture de la propreté soit inculquée par les enfants, on poursuit quel objectif? Oui, objectif pour que la mentalité change. Parce que l'enfant va comprendre, effectivement, c'est ce que je vous disais, il faut une solution systémique. Et donc, l'enfant va comprendre qu'il faut que les choses changent. Je dois vivre dans un environnement sain. Et il va grandir avec ça. Et il va grandir avec ça. Il ne va pas jeter les papiers n'importe comment, il ne va pas jeter les sachets n'importe comment. Il dit non, c'est propre. Il sait qu'il faut mettre ça à la poubelle. Effectivement, c'est ça. Et que si tu jettes sur la place publique, tu peux être arrêté. Oui, tu peux être arrêté. Moi, j'ai vu les gens qui roulent en carrosse ici, 4x4, mais après avoir bu, ils jettent. Moi, je n'en revenais pas. Des intellectuels, des gens qui ont fait des grandes études universitaires. Des intellectuels. Et donc, il y a vraiment un travail important. Et moi, j'insiste sur ça. Et donc, évaluation de nos écoles pour trouver l'école la plus propre qui doit avoir un prix de mérite. Oui, autre chose. Et école sale, on ferme. Oui. Alors, par rapport à ça, bien sûr, il y a aussi... je vais faire une petite démonstration, je m'excuse. Allez-y, honorable. Oui. Je fais une petite démonstration par rapport aux écoles et par rapport à l'église. Et donc, il faut d'abord diminuer le volume, par exemple, de votre plastique, parce que ça, c'est ce qui détruit la ville. Les caniveaux sont bouchés, tout est bouché. Alors, ceci, c'est très simple, ça prend une seconde. Si chacun de nous peut faire ceci, mais il faut bien garder votre bouchon pour réduire le volume. Alors, je peux bien réduire le volume de ceci en une seconde. Si c'est plus, ce sera 5 secondes. Mais ça ne prendra pas une minute. Si cette volonté de faire ceci, chacun de nous peut le faire après avoir bu, nous réduirons le volume. Alors, à ce moment-là, je prends mon bouchon, je ferme. Parce qu'à ce moment-là, la pression est là. Voilà la petite chose que vous avez. Et là, on peut le jeter dans la poubelle. Là, on peut jeter dans la poubelle parce que les poubelles se remplissent très vite parce que vous jetez l'entièreté. Ou même les recycler. Oui. Aujourd'hui, on parle de recyclage. On va parler de ça. Dans le monde. Ça, c'est le deuxième point. Oui. Voilà. Ça réduit ne serait-ce que le volume. Bon. Alors, ça, c'est la première chose. La troisième, ça, c'était la chose qui doit être prêchée aussi bien. Oui, on a parlé des églises, on a parlé des écoles. Même au niveau des écoles. Oui. Mais aussi au niveau de l'administration maintenant. C'est là les mesures qui doivent être prises. Voilà. C'est troisième. Alors, l'exemple doit venir de haut, si nous voulons que les choses changent. Moi, je m'imagine, par exemple, après un conseil des ministres qui sera très court. Ça, c'est vraiment ma proposition. Si c'est présidé par le président, ça va, ou le Premier ministre, ça va, on dit, nous montrons l'exemple. Je veux quand même vous présenter les quinois. Hein, c'est que fait le quinois quotidiennement. Oui. Vous avez un jeune garçon qui vient de consommer de l'eau, comme vous venez d'avoir la bouteille en main. Il s'est dit, puisque ma bouteille s'est vidée complètement, je jette le déchet n'importe où. C'est ça. Au lieu de chercher où se trouve, l'endroit où se trouve la poubelle pour jeter, il préfère jeter sur la place publique. Faut-il une sanction pour éduquer une telle personne qui se comporte ainsi? Exactement. Quel genre de sanction? Au genre de sanction, il faut qu'il y ait un numéro vert où on peut appeler. La personne qui voit, il appelle directement et on interpelle cette personne. C'est-à-dire, vous qui l'avez vu, vous le tenez, dites ça c'est interdit. Et la police tout de suite est interpellée à ce moment-là parce qu'il ne va pas corrompre pour avoir jeté. Donc il faut qu'il y ait une police particulière pour ça.
avec un numéro vert, où moi je peux appeler, je vois quelqu'un qui fait ça, j'appelle. Et ça va aider. Alors, on revient par rapport aux institutions, comme je vous disais, si par exemple, après un conseil des ministres, qui serait très, très, très court, juste pour essayer un peu de montrer, donner l'exemple, parce que l'exemple doit venir d'en haut. Parce qu'on fait les salongos, mais ces salongos, c'est souvent le bas peuple qui les fait. Hein. Et puis, les restes, les grands messieurs, les autorités, bon, ils ne participent pas. Imaginez, après un conseil des ministres, Madame la Première ministre, avec tous les ministres qui sont sur place, ils prennent le blues. Ils disent, nous allons montrer l'exemple. A fortiori, si le président, il a lui-même aussi prend l'exemple. Vous pensez que ça aura un impact, ça? Ça aura un impact formidable. Je vais vous montrer ça. Et donc, ils commencent à travailler, ils vont quelque part, où ils se répartissent selon les communes, tel ministre, tel endroit, tel ministre, tel endroit, et ils vont faire les salons. Je vous dis, les jours que je verrai la Première ministre en train de travailler, ou même le président, dire aujourd'hui, nous retroussons le match, il faut que les gens se mettent au travail. C'est le pays entier qui va suivre l'exemple. Et notre président sera très populaire. Parce que on ne cherche pas la popularité, la popularité vient dans des petites choses comme celle-là. Et donc, si lui-même donne l'exemple, je vous dis, c'est tout le monde qui va suivre. Personne ne va croiser les bras là où le président a pris la main, là où la Première ministre a pris la main et les ministres. Ça, c'est un exemple. Alors, en dehors de ce que vous avez déjà présenté comme piste et des solutions, qu'avez-vous d'autre? Non, je suis encore là. Oui. Là, au niveau des autorités, j'aimerais, nous avons 24 communes, j'aimerais là aussi qu'il y ait ce qu'on appelle évaluation des communes. Qu'on puisse évaluer les communes. Quelle est la commune la plus propre? Parce que les bourgmestres auront à faire. Le bourgmestre, parfois, bien sûr, peut-être ils peuvent avoir des visions. Non, la commune de la Gombe, par exemple, l'était, hein, il y a quelques années. Oui, mais c'est très sale. Quand on circule aussi sur Gombe, on constate que c'est devenu sale. C'est devenu trop sale. Et donc, on peut évaluer les communes. Quelle est la commune la plus propre? Et la commune la plus propre a un prix. Au besoin, on donne quand même quelque chose pour qu'ils puissent s'amender davantage, pour qu'ils puissent mieux travailler un projet qui est lié à l'environnement. Et la commune, si vous pouvez me suivre, et la commune je vous suis très bien. Sale, je note ce que vous dites. Pour la commune sale, oui. On pédit les bourgmestres, on les chasse, parce qu'ils ne connaissent pas son travail. On trouve un autre bourgmestre. À ce moment-là, je vous dis, les choses vont changer parce que l'évaluation sera soit après 3 mois, soit après 6 mois. Et puis on proclame à la télé, la première commune qui a été propre, c'est celle-là. Voilà les prix qu'on donne à cette commune. C'est une émulation formidable et chaque commune va travailler pour qu'elle devienne la première, la deuxième ou la troisième. Et éviter de devenir une commune la plus sale. Est-ce que vous envisagez d'approcher le nouveau gouverneur de la ville pour lui proposer tout ça? Ça peut, d'une manière ou d'une autre, on va dire, l'inspirer. Oui, je suis vraiment disposé. Et il y a tout un syllabus que j'ai produit là. Hein, vous êtes député. Est-ce que vous voulez faire de tout ceci une proposition de loi? Oui, je vais en faire une proposition de loi parce qu'il ne suffit pas seulement de proposer, il faut qu'il y ait les mesures qui suivent. Et donc, j'y travaille. Alors, je crois que vous avez épuisé toutes Non, je n'ai pas épuisé. Toutes les solutions. Bon, on n'a pas aussi beaucoup de temps. Je n'ai pas épuisé, donc il y avait bien sûr l'évaluation des communes, oui. mais aussi les recyclages. Oui. Les recyclages qui est connu de tous. Vous savez, comment tirer à partir gain de plastique, oui. On produit les carburants. Il y a quelqu'un à Goma. Je voulais vous poser une question. Oui. Comment tirer un gain du recyclage? On tire énormément du gain. Il y a d'abord le recyclage. On peut trouver les briquettes, les briquettes carbonées. Au lieu d'utiliser le bois de chauffe, au lieu d'utiliser le charbon de bois, on peut utiliser les briquettes provenant de la décomposition de la matière organique. Ça aide déjà. Alors, les sachets en soi, soit on peut fabriquer le pavé avec, ou soit, bien sûr, on peut extraire à nouveau le carburant là-dedans. Vous pouvez citer quelques pays qui ont quand même... Oui, à Goma, on les fait déjà. En province, oui. En province, on les fait. Et donc, les briquettes, on les fait à Goma. Et même l'extraction du carburant dans les sachets, on les fait. Et donc, c'est aussi une mesure. Alors, j'aimerais peut-être passer... rapidement à mon territoire, parce que... Oui, alors, on va cette fois-ci parler de votre territoire, le territoire de Fizi. Je rappelle que vous êtes un élu de là. Vous avez quelque chose à dire par rapport à votre territoire. D'abord, comment il se porte? Quelle est la situation générale là-bas? Oui, la situation générale à Fizi, je suis un élu de Fizi. Fizi est situé, bien sûr, dans la province du Sud Kivu. Et donc, Fizi a une histoire.
Et c'est de cela que je vais essayer un peu de parler. Allez-y. Et donc, l'histoire d'abord à l'époque coloniale, je vais parler de ce qui s'est passé à l'époque coloniale, mais aussi par rapport à ces régimes ici. À l'époque coloniale, Fizi a été vraiment le moteur d'une certaine résistance grâce à un fils de Fizi, oui. Et donc que vous voyez là-bas. Je ne sais pas si vous pouvez bien agrandir ceci. Celui-là s'appelle Mbavu Modja. Oui. Alors Mbavu Modja, c'est grâce à ce monsieur qu'on appelle Mbavu Modja que, bien sûr, les Belges ont vaincu les Allemands. Parce que c'est grâce à Mbavu Modja qu'on avait réussi à attaquer la Tanzanie, récupérer la Tanzanie et récupérer le Burundi. C'est grâce à lui. Et donc, la guerre est partie de chez moi, de Baraka. Et de là, effectivement, ils ont attaqué Ujiji, ils ont attaqué Kigoma, et on a récupéré la Tanzanie, et puis après, ils sont allés récupérer le Burundi. Alors, les Belges, pour reconnaître cet héros, qui est oublié par les Congolais actuellement, ils l'ont mis sur le billet. C'est le seul noir que les Belges ont reconnu et qu'ils ont mis sur le billet. Il s'appelle Mbavu Dogo. Mais malheureusement, il n'y a aucun avenir qui porte son nom. Il n'y a même pas de monument à son nom. Mais si vous allez en Tanzanie... Un héros. Oui, oui. Un héros. Un héros. Mais si vous allez en Tanzanie, vous allez trouver les monuments d'Mbavu Dogo. Et donc voilà, les autres reconnaissent ce que ce monsieur a fait, mais nous, on ne reconnaît pas. Et donc je vais bien sûr interpeller le ministre de l'Art, Culture et Art, peut-être qu'on fasse quelque chose pour reconnaître le travail qu'a fait ce monsieur. Alors, à part ça... Et tout ceci n'est pas parce que dans notre enseignement, on n'insiste pas assez sur l'histoire de notre pays. On nous parle de l'histoire de l'Égypte, oui, exactement, on nous parle de Napoléon Bonaparte. Oui, on va parler de Napoléon, on va parler de Charlemagne, voilà, et on oublie un monsieur comme ça que les Belges ont reconnu et qu'ils l'ont mis sur le billet. Donc dans les musées, par exemple, dans les musées belges, on peut retrouver... oui, vous pouvez retrouver même à la Banque centrale ici. Lui dédiés. Oui, même à la Banque centrale ici, vous pouvez trouver les anciens billets du Congo belge, Rwanda-Urundi. C'était ça. Quel est votre plaidoyer par rapport à ça? Mon plaidoyer est qu'il y ait un monument pour ce monsieur, mais aussi les avenues pour lui. Alors, autre chose qui particularise les territoires des Fizi, oui. C'est ce qu'on appelle la résistance, les Wazalendo. Alors, c'est de là qu'est venu le terme Wazalendo. C'est de là qu'est venu le terme Wazalendo. C'est la terre mère de Wazalendo. Alors, la résistance a commencé, bien sûr, dans les territoires de Fizi. Alors, les autres territoires, bien sûr, ont copié, mais la terre mère de Wazalendo, c'est là. Oui. Et donc, si le pays n'est pas encore balkanisé, et tout le monde le reconnaît, hein, les Wazalendo contribuent beaucoup. Ont beaucoup contribué. Bien sûr, vous savez, on ne va pas le dire. Actuellement, ils sont d'un apport important dans la guerre. Le président l'a reconnu. L'agression rwandaise, oui. L'a reconnu. Et donc, peut-être Goma serait déjà tombé, ni t'étais l'apport de Wazalendo. Peut-être Goma serait déjà tombé. Et donc, la terre mère de Wazalendo, c'est le territoire de Fizi. Même malheureusement, le territoire de Fizi est oublié. Est oublié. Ça a été oublié dans les régimes passés. Même dans ces régimes ici, il n'y a aucun ministre. Vous savez, et donc, pourtant, ces territoires, c'est les territoires qui votaient à 100% le fait Étienne Tshisekedi. À 100%. Partout, on pouvait ne pas les voter. Mais là, il y a même des enfants, les bébés qui portent le nom d'Étienne Tshisekedi. En 2011, on a constaté ça? Oui. En 2018, on a remarqué ça. D'ailleurs, le seul élu de l'Est de l'IDPS en 2018 provenait de Fizi. Et pour votre information, même au courant de ces élections ici, le président de la République a été élu à 100% à Fizi. Il a été élu plus qu'à Fizi, qu'à Kabe et à Kamwanga. Plus élu à Fizi qu'à Kabe et à Kamwanga. Il faut que les gens comprennent ça. C'est-à-dire, nous aimons le changement. Nous aimons que les choses puissent bouger. On est derrière. Ils ont voté pour une idéologie. Ils ont voté pour une recette politique. Effectivement. Pas pour l'individu. Oui. Et il faut reconnaître aussi quand même le président, nous avons eu cette chance, même si nous ne sommes pas représentés dans le gouvernement, on n'est pas dans les institutions, mais il a quand même reconnu le rôle, les difficultés que nous avons connues, parce qu'avec le RCD, il y a eu beaucoup de morts à Makobola, et c'est parmi les rares cités qui ont été visitées pendant la campagne électorale du président. Et donc le président était à Makobola, et j'ai eu ce privilège d'être son interprète. Et donc, elle est arrivée à Makobola. Alors, la particularité aussi, par rapport à Fizi,
c'est aussi comme pionnier des commémorations des massacres en République démocratique du Congo. Et donc, actuellement, nous allons commémorer les génocides le 2 août. Le 2 août, mais nous avons commencé à commémorer les massacres en 2019. Dès que l'actuel président est entré au pouvoir, immédiatement nous avons commémoré parce qu'à Makobola, on avait tué 1400 personnes enterrées. Alors, quelles sont les urgences aujourd'hui sur le plan socio-économique par rapport au territoire de Fizi? Je vais y arriver. Les grands soucis pour le territoire de Fizi, d'abord la route. La RN, la route nationale numéro 5. Et donc ça, c'est vraiment une urgence. Bien sûr, on est content parce que c'est repris dans le plan du gouvernement, mais ça ne suffit pas, il faut faire le suivi. Vous savez, on ne sait plus arriver à Baraka. C'est pour ça que vous êtes député. Hein? Oui, c'est pourquoi. Votre rôle, c'est de contrôler on va plaider. Et donc ça, c'est vraiment une urgence par rapport à ça. Une autre urgence, bien sûr, c'est des projets agricoles. Les projets agricoles, mais aussi, bien sûr, il y a un problème de sécurité parce qu'il y a des assassinats par-ci, par-là. Mais ça, c'est un problème que nous allons résoudre. La terre du Fizi est très fertile. Très fertile parce qu'il y a beaucoup de ruisseaux et il y a suffisamment d'espace cultivable. Et donc, nous plaidons, bien sûr, qu'il y ait aussi une zone agricole qui soit établie par le gouvernement là-bas pour que ça puisse aider, bien sûr, à réduire la faim. Parce que la nourriture qui est consommée à l'Est, souvent, ça provient des pays étrangers, ça vient du Burundi, ça vient du Rwanda. C'est horrible, un pays qui nous agresse. Qui exporte chez nous. Et pourtant, on peut consommer localement. On peut consommer localement. Oui. Et donc, ça, ce sont les urgences quand même. J'ai dit bien la route, les projets agricoles. Oui, on a fini. Bien sûr, aussi, nous avons un lac. Nous sommes au bord du lac. Et donc, la pêche industrielle serait aussi une très bonne chose et ça pourrait aider. Voilà qui met fin à cette émission. Je rappelle que vous êtes député national. Avez-vous un dernier mot à dire ? Oui, un dernier mot à dire, c'est... Vous êtes en vacances parlementaires, vous vous apprêtez à rejoindre votre territoire. Un dernier mot à dire, c'est dire à nos élus de Fizi que bientôt nous serons là-bas, mais nous préparons pour venir à Fizi, pour essayer un peu de voir ensemble, trouver des solutions, parce que toutes les solutions ne viendront pas de Kinshasa. Il y a des solutions qui peuvent être trouvées localement pour que nous puissions discuter de ce qui est problème socio-économique, de ce qui est problème de sécurité parfois, parce qu'il y a des solutions qui peuvent être locales. Et pour les Kinois, je dirais vraiment, Kinshasa, c'est la porte d'entrée de notre pays. Ce n'est pas normal qu'un étranger arrive et qu'il nous trouve dans cette situation d'insalubrité. Nous avons directement des considérations par rapport à ça. Importe ce que nous pouvons avoir comme discours. Mais quand on regarde l'environnement, tout de suite là, notre image est écorchée. Alors il faut que vraiment les choses changent. Les Kinois changent les mentalités. Merci beaucoup, professeur Obedi Nyamangyoku. Je rappelle que vous êtes élu de Fizi, député national. Avec vous, nous avons parlé de comment lutter contre l'insalubrité. On a également parlé de votre territoire d'origine, donc le territoire de Fizi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. À vous également, merci beaucoup de nous avoir suivis. Madame. Merci.